Un état de choc est défini par une défaillance aiguë et prolongée du système cardiovasculaire, caractérisée par une incapacité à fournir aux tissus l'oxygène nécessaire à leurs besoins, ce qui entraîne une hypoxie cellulaire pouvant mettre la vie en danger. Les mécanismes responsables de cet état incluent l'hypovolémie, qui résulte d'une perte importante de sang ou du liquide corporel, réduisant ainsi le volume circulant et le retour de sang au cœur, une défaillance myocardique où le cœur ne peut pas pomper efficacement le sang, souvent à cause d'un infarctus ou une insuffisance cardiaque aiguë, ou une obstruction du lit vasculaire, comme le cas d'une embolie pulmonaire ou d'une tamponnade cardiaque, qui bloque la circulation sanguine. Les anomalies destructives souvent observées dans les chocs septiques ou anaphylactiques, où les vaisseaux sanguins se dilatent de façon excessive ou deviennent trop perméables. Le diagnostic de l'état de choc se fait essentiellement par une observation clinique détaillée, où chaque signe a son importance pour poser un diagnostic précis. L'un des premiers indicateurs est l'hypotension artérielle. Chez un patient déjà hypertendu, on parle de l'hypotension si la pression artérielle systolique baisse de plus de 40 par rapport à sa valeur normale. En parallèle, une tachycardie ou accélération du rythme cardiaque et un pouls filant pouvant aussi signaler un état de choc. Le corps travaille alors plus fort pour compenser la diminution de la circulation sanguine. Les signes d'hypoperfusion tissulaire, c'est-à-dire une manque d'oxygénation dans les organes, sont également essentiels à identifier. Au niveau respiratoire, cela se traduit par une polypnie ou respiration rapide et une détresse respiratoire. Le cerveau peut également être affecté avec des symptômes neurologiques comme de l'obnubilation, une confusion, voire un coma dans les cas graves. Les reins peuvent aussi souffrir et l'oligurie ou une baisse de la production d'urine ou de l'anurie, c'est-à-dire absence totale d'urine, en sont des signes évidents. Des marbrures ou des taches violacées sur la peau, de la pâleur, de la cyanose, c'est-à-dire une coloration bleutée de la peau et le froid des extrémités sont des symptômes qui ne doivent pas être ignorés et sont souvent associés à un pronostic grave. En plus de ces signes, d'autres symptômes peuvent également être présents, comme des troubles digestifs ou endocriniens. Un temps de recoloration capillaire supérieur à 3 secondes montre que le tissu périphérique reçoit moins de sang. En combinant tous ces éléments, on peut confirmer un diagnostic de choc qui nécessite une intervention médicale urgente et adaptée pour stabiliser l'état du patient. En poursuivant avec les signes cliniques de l'état de choc, il est essentiel d'identifier également les symptômes graves qui traduisent une détérioration sévère de l'état du patient. Ces signes peuvent inclure une pression artérielle qui ne se relève pas, c'est-à-dire une pression artérielle imprenable, des marbrures généralisées, une oligopnie, c'est-à-dire une respiration superficielle, et un état de coma, indiquant un choc critique nécessitant une prise en charge urgente. La cause du choc peut également influencer les manifestations cliniques, notamment en cas de traumatisme crânien, médulaire ou thoracique, qui peuvent être à l'origine de cet état. Il est important de souligner qu'aucun examen paraclinique n'est nécessaire pour affirmer le diagnostic de l'état de choc, quelle que soit son origine. Le diagnostic repose principalement sur l'évaluation clinique du patient. Le diagnostic étiologique repose sur une analyse clinique approfondie, complétée par des investigations paracliniques lorsque le patient est stabilisé et que les signes de gravité sont absents. L'un des premiers éléments indicateurs est la pression artérielle différentielle. Une valeur pincée inférieure à 30 mmHg pointe vers un choc quantitatif, lequel peut être subdivisé en choc hypovolémique ou cardiogénique, chacune ayant des caractéristiques et des causes spécifiques. Le choc hypovolémique se caractérise par des manifestations cliniques bien identifiables, notamment des saignements comme une hémorragie externe ou discrète, par exemple une hémorragie interne. En parallèle, des signes de déshydratation peuvent également apparaître, tels qu'un pli cutané persistant ou une sensation de soif intense, qui traduisent un déficit hydrique important. En plus de ces observations cliniques, des examens paracliniques sont essentiels, mais ne doivent pas retarder la prise en charge. Un groupage sanguin est réalisé en cas de transfusion urgente. Un dosage de bêta-HCG est indispensable chez les femmes en âge de procréer pour écarter l'hypothèse d'une grossesse extra-utérine. Par ailleurs, la présence de troubles hydroélectrolytiques comme une hyponatrémie ou une hypercalémie peut orienter vers une insuffisance surrénalienne. Les causes sous-jacentes de ce type de choc sont variées. Des hémorragies massives, quelles que soient internes, comme celles causées par un traumatisme, une hémorragie digestive ou une grossesse extra-utérine, ou externes, ou encore de pertes d'eau importantes, qui peuvent être dues à des vomissements, des diarrhées persistantes, des brûlures étendues, ou encore à des conditions pathologiques comme une polyurie dans le diabète insipide ou un usage excessif de diurétiques. Dans un contexte distinct, le choc cardiogénique se caractérise par des signes cliniques spécifiques qui reflètent l'incapacité du cœur à maintenir un débit sanguin adéquat. Parmi les manifestations les plus courantes, des douleurs thoraciques qui peuvent évoquer un infarctus du myocarde, des souffles cardiaques témoignent de valvulopathie, ainsi que des signes d'insuffisance cardiaque. Ces derniers se divisent en deux catégories. Les signes d'insuffisance cardiaque gauche, tels que la dyspnée et les râles crépitants liés à une congestion pulmonaire, et les signes d'insuffisance cardiaque droit, comme la turgescence jugulaire et le reflux hépatojugulaire, qui indiquent une
stase veineuse systémique. Pour affirmer le diagnostic, des investigations paracliniques sont essentielles. Un radiothorax peut révéler une congestion pulmonaire ou un élargissement de l'ambre cardiaque ou un pneumothorax suffocant, tandis qu'un ECG permet d'identifier des anomalies électriques suggérant un infarctus ou des troubles de rythme. L'échocardiographie est un outil clé pour détecter des pathologies structurales comme des valvulopathies ou des conditions obstructives telles qu'une embolie pulmonaire ou une tamponade péricardique. À l'inverse, une pression artérielle différentielle élargie dépassant 40 mmHg oriente vers un choc distributif, un tableau complexe avec des sous-types distincts. Le choc septique, une forme grave de défaillance circulatoire liée à une infection, se manifeste par des signes cliniques variés. Parmi les principaux, on trouve une fièvre marquée ou au contraire une hypothermie, souvent accompagnée de la présence d'un point d'appel infectieux évident, tel qu'une plaie, une infection urinaire ou pulmonaire. Les investigations paracliniques sont demandées pour confirmer le diagnostic et évaluer l'ampleur de l'inflammation systémique. Des analyses sanguines comme une NFS pour détecter une leucocytose ou une leucopénie. Des marqueurs inflammatoires tels que la vitesse de la sédimentation ou la VAS, la protéine C réactive ou la CRP ou la procalcitonine. Des prélèvements bactériologiques comme des hémocultures ou un examen cytobactériologique des urines permettant d'identifier l'agent infectieux responsable. Les causes potentielles du choc septique sont diverses, couvrant un large spectre d'infections bactériennes, fongiques et parasitaires. Le choc anaphylactique est marqué par des réactions allergiques graves. Parmi les signes caractéristiques figurant des signes cliniques cutanés comme l'œdème de Quincke qui peut obstruer les voies respiratoires, un bronchospasme provoquant une détresse respiratoire, ainsi que des troubles digestifs tels que des douleurs abdominales, des nausées ou des vomissements. Ces manifestations cliniques surviennent typiquement après une exposition à un allergène spécifique comme certains médicaments, des aliments ou encore des venines d'insectes. D'autres formes de choc d'étiologie variée, le choc secondaire à un traumatisme médulaire. Celui-ci est marqué par des signes neurologiques prédominants, tels qu'une bradycardie associée à des paralysies partielles ou totales, comme une paraplégie ou une tétraplégie, en raison d'une lésion de la moelle épinière. Un choc induit par des médicaments vasoplégiants survient dans des contextes spécifiques, notamment en cas de surdosage médicamenteux ou lors de tentatives de suicide. Le traitement commence par l'hospitalisation du patient en réanimation pour une surveillance continue. Des dispositifs tels que la sonde urinaire, sauf contre-indication, et la sonde gastrique peuvent être installés. Les mesures d'urgence comprennent d'abord l'assurance de la liberté des voies aériennes pour faciliter la respiration, l'oxygénothérapie à haute débit est administrée via un masque à haute concentration et si nécessaire une intubation peut être réalisée en fonction de l'état respiratoire du patient. En parallèle, il faut poser 2 voies veineuses périphériques pour permettre l'administration du liquide et des médicaments nécessaires. Enfin, un bilan initial complet comprenant le groupage sanguin, l'hématocrite, les gaz de sang, un hémogramme sanguin et les niveaux d'urine et de créatinine. Ensuite, un test de remplissage vasculaire consiste à administrer rapidement 250 ml de solution intraveineuse en 10 minutes et à répéter jusqu'à ce que les signes d'amélioration circulatoire apparaissent avec un objectif de pression artérielle systolique d'environ 75 à 80 mmHg. La répétition doit se faire sinon apparition de signes d'insuffisance cardiaque. Cette approche vise à restaurer la perfusion sanguine et stabiliser le patient. Une épreuve de remplissage vasculaire positif se traduit par une correction de l'hypotension, c'est-à-dire une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mmHg, ainsi qu'une diminution de la fréquence cardiaque en cas de tachycardie compensatrice. L'amélioration des signes d'hypoperfusion périphérique, tels que la couleur de la peau, la température des extrémités et la réactivité capillaire, est également un signe positif. Cependant, si l'épreuve de remplissage donne un résultat positif mais temporaire, cela indique que la réponse initiale est insuffisante et il devient nécessaire de répéter l'épreuve jusqu'à obtenir une stabilité hémodynamique durable. En revanche, si l'épreuve de remplissage est négative, cela signifie que la perfusion reste inadéquate malgré l'augmentation du volume de liquide. Dans ce cas, il devient impératif d'introduire des catécholamines, des médicaments vasosuppresseurs pour soutenir la fonction cardiaque et maintenir une pression artérielle adéquate. Ces médicaments agissant en stimulant les récepteurs adrénergiques, augmentant ainsi la contractilité cardiaque et la vasoconstriction pour améliorer la circulation sanguine. Les molécules utilisées en première intention pour le remplissage volumique sont les cristalloïdes, comme le soluté isotonique à 0,9% ou le ringer lactate, qui sont des solutions couramment administrées pour augmenter le volume sanguin. Cependant, ces solutions présentent une faible capacité d'expansion volumique et environ 75% du liquide administré passe dans le secteur interstitiel, ce qui peut aggraver les œdèmes. L'utilisation excessive des cristalloïdes peut augmenter le risque d'acidose hypercholérémique.
Les colloïdes ont un pouvoir d'extension volumique supérieur aux cristalloïdes et sont donc plus efficaces pour augmenter le volume sanguin intravasculaire. Cependant, leur utilisation n'est pas sans risque. Les colloïdes naturels, comme l'albumine humain, sont moins fréquemment associés à des effets indésirables, mais ils peuvent provoquer des réactions allergiques chez certains patients. Les colloïdes de synthèse, comme les gélatines et l'hydroxyléthylamidon, ont des risques accrus, notamment de provoquer des réactions allergiques ou une insuffisance rénale aiguë, et ils sont contre-indiqués en cas de choc infectieux. Le traitement spécifique du choc hémorragique ou hypovolimique repose sur plusieurs étapes clés pour restaurer la stabilité hémodynamique. Tout d'abord, un remplissage rapide par les cristalloïdes ou les colloïdes avec l'objectif d'atteindre une pression artérielle systolique supérieure à 75 à 80 mmHg. Dans certains cas, une voie centrale peut être nécessaire pour assurer un remplissage plus efficace. La transfusion sanguine intervient lorsque l'hémorragie est importante. Une transfusion de 2 unités de concentré de globules rouges au rhésus négatif pour les patients jeunes sans pathologie associée si l'hémoglobine est inférieure à 7 g par décilitre. En cas de cardiopathie ischémique ou d'insuffisance respiratoire, la transfusion peut être nécessaire lorsque l'hémoglobine est inférieure à 8 g par décilitre. Et en cas de syndrome coronarien aigu, si l'hémoglobine est inférieure à 10 g par décilitre. Les produits sanguins comme le plasma précongelé et les plaquettes sont indiqués en cas de transfusion massive ou de troubles sévères de l'hémostase. Si l'état de choc persiste malgré ces mesures, l'utilisation de noradrénaline devient nécessaire pour soutenir la pression artérielle. Le traitement étiologique doit être mis en place pour contrôler la source d'hémorragie comme l'hémostase endoscopique, la suture des plaies ou d'autres interventions spécifiques selon le type d'hémorragie identifié. En cas de choc cardiogénique, le remplissage doit être effectué avec prudence, en l'absence de signes de congestion pulmonaire. Lorsqu'il y a une prédominance d'une insuffisance cardiaque gauche, l'objectif est de soutenir la fonction cardiaque tout en évitant une surcharge de liquide. La dobutamine est administrée à une dose de 5 à 15 microgrammes par kilogramme par minute pour améliorer la contractilité cardiaque. En cas de vasoplégie associée, la noradrénaline peut être ajoutée. Si un œdème aigu de poumon est présent, le furosémide est administré à des doses de 40 à 80 mg pour aider à réduire la surcharge en liquide. Le traitement audiologique comme la gestion d'un syndrome coronarien aigu par la revascularisation coronarienne pour restaurer la circulation sanguine. En cas de prédominance d'une insuffisance cardiaque droite, l'approche thérapeutique est différente et inclut en premier un test de remplissage de 250 ml en 10 minutes en surveillant attentivement les signes de congestion. Si nécessaire, l'adrénaline à des doses supérieures à 0,5 microgrammes par kilogramme par minute peut être utilisée. Le traitement étiologique de l'insuffisance cardiaque droite comprend la gestion des causes sous-jacentes tels que l'embolie pulmonaire ou les anticoagulants et la thrombolyse peuvent être nécessaires. Le cas de tamponnade cardiaque qui peut nécessiter un drainage péricardique. Un pneumothorax peut être traité par un drainage thoracique et pour un infarctus du myocarde inférieur, la revascularisation est essentielle pour restaurer le flux sanguin. Le traitement du choc anaphylactique commence par l'administration d'adrénaline intraveineuse à raison de 1 mg dilué dans 10 cc de sérum salé avec un débit initial de 0,1 mg par minute ajusté en fonction de l'amélioration des symptômes cliniques. En cas de collapsus persistant, une adrénaline en intraveineux en seringue électrique à une dose de 0,5 mg par heure est utilisée en augmentant la dose toutes les 10 minutes jusqu'à une réponse clinique favorable. Si le patient présente un œdème de Kohn, dans ce cas le traitement inclut l'ingestion de la méthylprédnisolone à une dose de 1 mg par kilo par voie intraveineuse directe. En parallèle, un remplissage vasculaire par les cristalloïdes est fait en évitant les macromolécules. Il est également fondamental d'éviter tout contact avec l'allergène responsable, quel que soit l'arrêt d'un médicament ou par la gestion de l'exposition alimentaire ou environnementale. Dans le cas du choc septique, le traitement repose sur un remplissage massif en cristalloïdes administré en moyenne à un débit de 1 litre par heure pendant les 5 premières heures, avec une surveillance de la pression veineuse centrale. En cas de persistance de l'hypotension après ce remplissage, la noradrénaline peut être utilisée, éventuellement associée à la dobutamine, si présence d'une défaillance myocardique. L'adrénaline peut être administrée dans certains cas spécifiques. L'antibiothérapie doit être lancée immédiatement à large spectre pour combattre l'infection sous-jacente, suivie selon les résultats microbiologiques d'un traitement ciblé. Dans certains cas, une intervention chirurgicale ou un drainage peut être nécessaire pour éliminer la source infectieuse, comme dans les abcès ou les infections abdominales graves. Enfin, un traitement symptomatique des dysfonctions viscérales est mise en place pour soutenir la fonction rénale, respiratoire et hépatique en fonction des organes touchés.
Dans le cadre d'un traumatisme médulaire ou d'une intoxication par des médicaments vasopressants, le traitement vise principalement à rétablir la pression artérielle et gérer les symptômes associés, notamment la bradycardie. Le traitement de première intention consiste à administrer de la noradrénaline ou de l'adrénaline, en commençant par des doses de 0,15 à 0,3 microgrammes par kilogramme par minute pour corriger l'hypotension. Si une bradycardie significative se développe, l'atropine est indiquée à raison de 1 mg par voie intraveineuse, avec possibilité de répétition si nécessaire pour obtenir une réponse adéquate. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.